Bonjour, je vous propose aujourd'hui d'aller en Bourgogne pour goûter une appellation qui est assez discrète, mais pourtant qui est intéressante et qui produit rouge et blanc. Il s'agit de l'appellation Ladois. C'est l'appellation la plus au nord de la côte de Beaune. Et quelques kilomètres après, on arrive assez vite à Nuits-Saint-Georges et donc on est en Côte de Nuits. Je vous rappelle qu'on est dans le secteur de la montagne de Corton, célèbre pour ses grands rouges, et pour le blanc, Corton-Charlemagne. Et que ces grands crus se répartissent sur 3 communes, Bernan-Vergelès, Alox-Corton, et donc Ladois-Sérigny. Est-ce que ce serait dû au nom? En tout cas, Alox-Corton a souvent plus de prestige, puisqu'on retrouve le nom de Corton dans tous les grands crus de la montagne. Toujours est-il que cette appellation Ladois est vraiment peu connue. Quelles sont les différences entre ces 3 appellations qui, quelque part, font le tour de la montagne? Eh bien, disons que ce sont quand même des vins qui sont assez charpentés, plus charpentés en tout cas que pas mal de côtes de Beaune plus au sud, et donc il faut être un peu patient. À Pernan, donc, il y a une production presque équivalente entre rouge et blanc, et les deux sont très intéressants. À Alox-Corton, c'est plutôt des rouges, hein, la production en blanc est assez marginale, assez tannique, et donc là aussi il faut les attendre même plus qu'à Pernan. Et Ladois sont un peu des vins intermédiaires. L'appellation représente une centaine d'hectares en rouge et en blanc avec des premiers crus. Aujourd'hui il s'agit du Ladois premier cru La Corvée du domaine Nudan. Le domaine Nudan est donc situé sur la commune de Ladois, mais propose beaucoup d'appellations de côte de Beaune. Jean-René Nudan, en 1922, a pris sa retraite et c'est ses enfants, Guillaume et Aurélie, qui ont repris le domaine. Le domaine aussi fait des achats de raisins. Je vous ai déjà parlé de ça en Bourgogne et ça m'agace un peu, non pas la chose en elle-même, mais c'est que ça brouille un peu les pistes. Et là, j'ai sorti 2 bouteilles pour vous montrer qu'on peut le voir sur l'étiquette, mais franchement, il faut prendre ses lunettes dans les 2 sens du terme, c'est ce que je vais faire. Donc le Ladois d'aujourd'hui, Ladois rouge donc, il y a donc une étiquette sur le côté et il y a marqué récolté, vinifié, mis en bouteille à la propriété. Non. Donc ça c'est les raisins de la propre propriété. Ce Puligny Montrachet premier cru Les Folatières dans le même millésime 2018 d'ailleurs. Alors sur la contre-étiquette on voit vinifié et mis en bouteille par Domaine Nudan, etc. Donc ça c'est un achat de raisin. Donc il faut reconnaître que faut le savoir. Donc certains propriétaires communiquent clairement là-dessus, soit ils en informent le client avant, soit l'étiquette est un peu différente. Je vous en montrerai bientôt un exemple à Chablis. La chose en elle-même ne me dérange pas, mais je trouve ça normal qu'on sache quoi est quoi. Nous allons donc vous parler un peu du premier cru La Corvée, qui est vraiment la parcelle la plus au nord et donc qui est la fin littéralement des côtes de Beaune. C'est un climat assez vaste et donc qui produit des rouges et des blancs. Et la Domaine Nudan en possède un peu moins d'1 hectare avec de très vieilles vignes. Les plus vieux cèpes ont 80 ans, ce qui veut donc dire qu'on a affaire à des sélections massales. L'appellation elle-même se fracture en 2 unités avec au milieu la combe de Magny-les-Villers, ce qui donne des styles un peu de vin différents. Mais comme toujours, je vous ai déjà expliqué que les méthodes de vinification, le matériel végétal, etc. jouent souvent plus que ces nuances, disons, de terroir. Les combes ont souvent un intérêt dans le contexte actuel, c'est de provoquer des courants d'air plus frais, ce qui favorise notamment le cépage chardonnay, donc les blancs. Nous allons donc goûter ce Ladois 2018, qui n'est peut-être pas à son apogée, mais qui doit être déjà très agréable. Et puis après, je vous parlerai des verres à utiliser en dégustation. C'est pour ça que vous en voyez sur la table. Puisque j'ai eu un message sur la chaîne, et ben je vais en profiter pour faire ça.
Goûtons cela doigt. Belle robe rubis, intense. Un nez de myrtille. Très frais. Sur la rose. La robe est en train de se tuiler, elle est légèrement trouble. Même sans agiter, le nez est très intense. Petite note fine boisée. Plutôt sur la mûre. Des notes marquées de rose. Un joli nez. Frais, floral et fruité tout à la fois. Belle concentration. Il faut dire que le millésime y est pour quelque chose. L'apogée n'est pas encore atteinte. Je dirais dans les 18 mois. C'est vraiment des vins que je vous recommande parce que ils sont bien moins chers que d'autres et ils sont tout à fait intéressants. Voilà. C'est vrai que ces vins-là préparent un peu au vin de la Côte de Nuit, même si la Côte de Nuit c'est comme la Côte de Beaune et il y a de multiples variations. Tout n'est pas au même niveau, bien sûr. Parce qu'assez vite, donc, en remontant au nord, on est à Nuits-Saint-Georges, des vins que je trouve absolument magnifiques. Et qui, chez certains producteurs d'ailleurs, restent assez accessibles. Je veux dire, par exemple, aujourd'hui, les premiers crus de Nuits-Saint-Georges, en excluant les super premiers crus, si l'on peut dire, qui sont assimilés à des grands crus, mais il y a des gens qui travaillent très bien, et qui les proposent dans le millésime 22 à moins de 50 € en premier cru, ce que je trouve extrêmement raisonnable. La Doire, on est plutôt dans les 30, 35. C'est des vins qu'il faut avoir goûté. Moi, je trouve qu'ils sont légèrement sous-cotés, ils ne sont pas bradés non plus, bien sûr. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous parler vert. Alors, je vais vous faire un petit retour en arrière d'une 50aine d'années carrément. Vous me direz, oh là là, je vais vous parler du Moyen-Âge. C'est-à-dire que vous savez, à mon âge, eh bien, on a tout le passé devant soi. Donc, c'est l'occasion de retourner un petit peu dans ces années 70. Ce qu'il y a de frappant, si vous voulez, dans l'histoire moderne du vin de qualité, c'est que la législation a été finalement relativement précoce, puisque la grande vague des appellations, c'est les années 30, mais que finalement, on s'est préoccupé beaucoup plus tard de l'autre bout de la chaîne, c'est-à-dire de la consommation et de la dégustation. En son temps, c'est Jules Chauvet d'ailleurs qui a fait un travail considérable en Bourgogne, peut-être je vous en reparlerai. Pour revenir au verre, l'INAO dans les années 70 a commencé à réfléchir à une manière de normaliser, codifier peut-être plutôt la dégustation, et ils se sont dit que déjà un verre adapté que tout le monde utiliserait permettrait d'être plus objectif au niveau de la dégustation. Et donc ils ont déposé une forme de verre, qu'on a appelé évidemment logiquement verre INAO. Quelle tête avait-il? Eh bien, ça c'est pas un verre INAO, mais ça ressemble beaucoup franchement. Donc un verre finalement relativement petit, avec une forme qui est évidemment la forme adaptée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire bien sûr un verre tout à fait translucide, et puis recourbé vers le haut pour pouvoir agiter le vin. D'ailleurs, le mot agiter n'est pas exact, c'est tournoyer, c'est quand même pas pareil. Tournoyer sans en mettre partout, bien sûr. Et puis ils se sont rendus compte plus tard que cette taille de verre était quand même un peu juste, notamment pour quand on goûtait le vin lui-même. Bien pour l'olfaction, mais bon, pour moi. Alors ils ont fait une taille au-dessus qui, à vrai dire, ressemble beaucoup à ce verre-là. Et les autres, c'est pour vous montrer tout ce qu'il ne faut pas, quoi. C'est d'ailleurs assez évident. Tous les verres avec des pieds colorés, donc celui-là c'est un bel exemple, mais il y a aussi les verres d'Alsace traditionnels qui sont, du point de vue de la dégustation, un véritable désastre. Il y a également, bien sûr, les coupes à champagne qui peuvent être très belles, mais qui ne sont absolument pas adaptées à la dégustation. Et puis ça, ce sont évidemment des verres, bon, voilà quoi.
Est-ce que ça vaut le coup d'acheter des verres très chers? J'en ai essayé des tas. Bah, franchement, non, parce que ils restent fragiles, quoi. Il ne faut pas rêver, un jour ou l'autre, on en flingue un ou deux, etc. Il faut plutôt se fixer sur la forme, hein. Il faut que ça soit fonctionnel. Il faut quand même qu'ils aient un certain poids, sinon ça veut dire qu'ils seront vraiment trop fragiles, sans trop naturellement. Pour ce qui est donc des verres, je pense que je voulais rajouter quand même quelques mots à propos du champagne. Pour moi d'ailleurs, un verre à dégustation adapté à tous les types de vins, y compris le champagne. Alors pour le champagne, je vais vous raconter un petit détail. Le champagne, si vous voulez, c'est physiquement parlant, c'est une solution sursaturée en gaz carbonique. Ça s'explique très bien. Hein, le gaz carbonique est prisonnier dans la bouteille et un équilibre se fait dans la bouteille. Le gaz qui est dissous ne peut plus sortir du vin à cause de la pression. Et évidemment, quand on ouvre, on rompt cet équilibre et le gaz s'échappe. Les champagnes jeunes sont toujours très tumultueuses et avec beaucoup de bulles, c'est une évidence. Si vous avez la chance de goûter un vieux champagne, une grande cuvée, qui peuvent avoir allègrement 15 ou 20 ans, les bulles deviennent très fines. Et on a tout intérêt à que ces bulles très fines ne partent pas trop vite dans le verre. Et vous avez tout intérêt à utiliser des verres quand même de bonne qualité et surtout bien propres. Quand on met comme ça un bon champagne dans le verre, on voit littéralement les fines bulles partir d'endroits précis du verre. C'est dû, si vous voulez, à des micro-imperfections des verres, parce que c'est quand même pas des pièces contrôlées au laser, n'est-ce pas? Et que ces micro-aspérités, en fait, accélèrent le déséquilibre du gaz carbonique dissous et le permettent de s'échapper. Voilà. Bon, c'est un détail, hein. C'est sûr qu'on peut apprécier le champagne sans toutes ces précisions. Voilà, à bientôt.